Ça marche, parfait. Et c'est bon. Merci, merci Anne. Merci. Bonjour tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous entreprise. Le cinquième de cette année. Nous en avons fait 5. Nous en avons fait 4, pardon. Le premier, c'était en janvier. On a traité de la notation de crédit, donc, qui est un sujet important pour les entreprises. Le scoring et la notation de crédit. Le 14 mars, nous en avions traité un sujet, mais sur lequel aussi nous reviendrons aujourd'hui, c'est la cybersécurité. Comment anticiper et déjouer les cyberattaques. Nous en avons aussi organisé le troisième, le 18 avril précisément, force commerciale export, pourquoi ne pas externaliser. C'est un vrai sujet de la mutualisation et la réduction des coûts. Et le quatrième, c'était le 30 mai. Dont le thème, c'était comment organiser vos ventes à l'ère du digital. Et donc, tous ces sujets, si vous voulez, gravitent autour de l'entreprise. Donc, je m'appelle Kamel Dabi, fondateur de Just Value Plus. Je suis parmi vous et ceux qui ont l'habitude d'être parmi nous donc, me connaissent parfaitement, puisque j'ai l'habitude de modérer et animer ces webinaires depuis quasiment le début de cette aventure avec Tijari en étant déjà dans l'entreprise et avec notre partenaire Euroequity BPI France et ses équipes. Et donc, je rappelle que nous en avions tenu 9 webinaires en 2022 qui tournaient autour finalement de tous les sujets, tout ce que j'avais dit là, dans le précédent webinaire. C'est la transition écologique énergétique, c'est la décarbonation, c'est la supply chain intelligente, c'est le credit management, c'est la protection des données, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, donc, nous vous proposons un nouveau webinaire intitulé « Protection des données, impact sur les opérations marketing ». C'est un thème qui est très important pour les entreprises. Je rappelle que nous sommes dans un contexte relativement compliqué avec au dire des experts de la Banque mondiale que la croissance va être revue à la baisse mondiale. Le niveau moyen qui était annoncé à 3 au début de l'année, 3,1 sera entre 2 et 2,2. Ça veut dire que quand même c'est 80 points de base, c'est énorme. Nous sommes dans un niveau de cyclicité d'inflation qui est record, qui nous met à rude épreuve et qui est évidemment non sans conséquence sur les entreprises à des degrés divers. Les corporates, peut-être qu'elles ont des capacités un peu pour tenir ces chocs, mais il n'en est pas de même pour nos TPME d'une manière générale. Mais le mot d'ordre, finalement, pour être optimiste, mes amis, c'est la reprise en ligne de mire et on parle de CAPEX. Beaucoup d'entreprises au niveau mondial parlent de reprise des investissements pour vraiment reprendre parce que, ne l'oublions pas, pourquoi je parle d'investissement? Parce que la raison d'être d'une entreprise, je l'ai dit, je l'ai répété, c'est de créer de la valeur, c'est de se développer et de développer son écosystème fournisseur, client, environnement d'une manière générale. Et parmi ces leviers figure bien sûr la relation ou ce qu'on appelle le coverage. Une entreprise ne vit pas en autarcie, elle a ce qu'on dit un environnement. Dans les inputs, c'est généralement ses fournisseurs qui est la source, et puis dans les outputs, c'est son core business, c'est ses clients, c'est ce qu'elle vend finalement comme produits et services. Mais on parle souvent de plus en plus de ce qu'on appelle le modèle relationnel. Un modèle relationnel qui devient pratiquement un new deal d'une entreprise avec ses clients et ses prospects. Le partenariat d'une entreprise et ses clients est censé donc créer, je l'ai dit, de la valeur de façon... Et de plus en plus, nous manipulons de la data. Nos experts de présent webinaire reviendront amplement sur ce sujet pour les opérations de marketing, pour le cadrage, pour le roadmap, pour les business. Et donc, c'est non sans conséquence sur les relations qui sont gérées par rapport à nos fournisseurs, mais surtout par rapport à nos clients. Alors, j'imagine aujourd'hui, du moment que nous parlons des prospects et des clients, que les commerciaux sont sous pression parce que nous sommes à la fin du premier semestre 2023. Et donc, en général, ce qu'on appelle les front managers sont en train de courir pour essayer de rattraper un petit peu les budgets pour être ne serait-ce qu'en ligne ou rattraper parce que la plupart des activités sont
un petit peu en deçà des budgets attendus. Alors, pour revenir à ce webinaire, ça sera l'occasion de discuter de ce sujet de la protection des données personnelles qui a un impact significatif sur les opérations de marketing, la réglementation telle que le RGPD, donc au niveau européen. Chez nous, c'est le CNDP et c'est la loi qui est encadrée par la loi 0908 au Maroc qui est relative à la protection des personnes physiques, quasiment similaire au RGDP qui reste un des référentiels mondiaux qui est connu. Je rappelle aussi, et enfin, que nous avions organisé un webinaire portant sur la protection des données en décembre 2022. L'objectif de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est d'aller plus loin et d'être pratico-pratique avec nos experts, vraiment sur des expériences terrain. Et sur ce sujet-là, n'hésitez surtout pas à nous interpeller par vos questions au niveau du chat et vos expériences et vos tours d'expérience. C'est vous qui êtes au front, chère entreprise. Donc, n'hésitez surtout pas à nous interpeller sur ces sujets. Alors, les questions qui se posent, c'est comment finalement, justement, ces entreprises s'y prennent, comment adapter son business model ou son modèle relationnel en parfaite harmonie avec les lois et les règlements. Par quoi commencer finalement pour mettre pied et asseoir un business consolidé, mais surtout en mettant ces verrous, cette protection de données et en étant vraiment en harmonie avec ces référentiels qui aujourd'hui deviennent de plus en plus pratiquement éliminatoires et nos experts reviendront sur ce sujet aujourd'hui. Une dernière question qui se pose, et l'humain, j'allais dire, pour en finir, quelles mutations nécessaires pour accompagner cette transformation et conduite de changement? Pour en parler, nous avons l'immense plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui deux experts de renom pour nous éclairer sur ce sujet. Tout d'abord, Emmanuel Lecoq, CEO et fondateur de Star Data en France, et Antoine Pézé, fondateur d'AP Conseil et Assistance en France. Pour tenir ce webinaire, je vais céder la parole aux deux experts qui seront ensemble et donc qui vont co-animer avec ce webinaire pendant 45-50 minutes. Et puis après, on va laisser la place à l'échange, à peu près un temps équivalent, 45 ou 50 minutes, qui sera enrichi en fonction de ce que nous allez nous remonter. Sur ce point, je l'ai dit, je l'ai répété, je le réitère, n'hésitez surtout pas à nous faire remonter vos désirata et puis surtout vos interrogations ou vos questions tout simplement. Alors, je m'adresse à Emmanuel Lecoq et Antoine Pézé. Emmanuel Lecoq, bonjour. Antoine, bonjour. 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 Bonjour, merci d'être parmi nous. Je rappelle que Emmanuel et Antoine vont se présenter. Emmanuel Lecoq est fondateur de l'agence marketing Star Data, créée en 2015, spécialisée dans la valorisation des data, justement avec l'objectif de contribuer à développer l'activité de ses clients et surtout les accompagner dans leur transformation digitale. Emmanuel, avant de créer Star Data, donc, a présidé des filiales de Reader Digest en France, Belgique, Hollande, Portugal, donc quasiment tout le pourtour sud et un peu plus, et même l'Espagne. Il y a notamment piloté le développement des activités de diversification de l'offre de nouveaux canaux comme le télémarketing, le hors média et le web. Donc, nous sommes face à un spécialiste du domaine. Antoine Pézé est fondateur d'AP Conseil Assistance. Fondée en 2016, l'entreprise propose des prestations de services juridiques et administratifs, notamment pour la mise en conformité du RGDP auprès des PME et des PMI, donc le périmètre qui nous intéresse aujourd'hui. Avant de créer AP Conseil Assistance, Antoine a acquis une solide expérience internationale sur la protection des données à caractère personnel, notamment au sein de la CNIL et du Conseil de l'Europe. Il y a rejoint en 1989 le groupe Reader Digest en tant que directeur juridique et y a exercé entre autres les fonctions de correspondant informatique et liberté. Merci beaucoup Emmanuel et Antoine d'être parmi nous, le plaisir d'être parmi nous et je vous cède volontiers la parole. Emmanuel, Antoine, la parole est à vous. Merci Kamal pour cette introduction. Merci à tous d'être ici présents et de vous intéresser à ce sujet qui nous passionne sur les données personnelles et l'aspect en quoi ça change, qu'est-ce que ça change pour nos opérations marketing.
sachant que l'objectif, effectivement, c'est que les opérations marketing continuent et que tout se passe bien en respectant des règles. Et pour les respecter, il faut les connaître. Donc, la présentation que va vous faire aujourd'hui, c'est en 3 axes. Les points clés du RGPD, les obligations corporate sur lesquelles on va aller assez vite puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et le point 3, les bonnes pratiques de mes actions marketing. Alors, les principes de base du RGPD qui s'est imposé donc en France à partir du 25 mai 2018 dans la continuité de la protection des données personnelles au niveau européen. Ces 2 principes de base, l'harmonisation et la protection. L'idée étant d'homogénéiser les pratiques européennes en encadrant... Manuel, excusez-moi, vous avez partagé votre écran parce que je ne le vois pas. Ah, pardon, alors là, je m'assure que c'est bien partagé. Bac de partage. Je ne vois pas la présentation. Alors, c'était l'intention. C'est pas grave. Non, c'est important. Est-ce que vous voyez? Ah, si, excellent. Voilà, parfait. Si tu peux faire plein écran, excellent. Ça sera parfait. Excellent. Merci, excellent. Kamal. C'est mieux avec la lumière et les couleurs. Parfait, on peut voir. Les principes de base, les 2 principes de base, c'est harmonisation et protection. Donc, l'harmonisation en homogénéisant les pratiques européennes pour encadrer le traitement des données personnelles au niveau européen, donc que tous les pays soient traités de la même façon. Et la protection, en fait, c'est renforcer la protection des consommateurs, des citoyens, des clients, et du personnel et des partenaires à partir du moment où on utilise leurs données personnelles. Ces 2 principes fondateurs du RGPD ont été donc renforcés avec le nouveau règlement. L'objectif étant de mettre fin à une distorsion de concurrence et de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, tous ceux qui interviennent sur le territoire européen, en imposant les mêmes règles à tous, y compris les acteurs hors Europe. Et quand nous, en Europe, on parle hors Europe, on parle des États-Unis et de la Chine principalement, mais ça concerne tout le monde, y compris nos amis d'Afrique et d'Afrique du Nord. Le cercle vertueux du RGPD, ça c'est un schéma qu'on aime bien présenter, parce qu'en fait, la responsabilité qui est accrue sur les gens qui gèrent des données personnelles, qui sont responsables de traitement, leur impose plus de transparence au niveau des consommateurs notamment. Et cette transparence affichée et respectée, en fait, donne de la confiance des consommateurs envers les responsables. Et donc, plus il y a de responsabilité, plus il y a de transparence, plus il peut y avoir de la confiance de vos prospects, de vos clients sur votre activité. Et ce cercle est donc vertueux, puisque en fait, c'est l'objectif même du RGPD, c'est de pouvoir rassurer les consommateurs et les citoyens sur ce qui est fait de leurs données personnelles. Alors, il y a 6 points clés du RGPD. Il y a ceux de l'harmonisation, donc il impose les mêmes obligations aux entreprises hors CE que celles qui sont basées en Europe, dès lors qu'elles proposent leurs produits ou leurs services en Europe. Il y a des obligations d'information, c'est-à-dire que lors de la collecte de données personnelles, il y a des obligations plus nombreuses et plus précises. Il y a des informations qui permettent aux citoyens aussi de connaître l'usage qui sera fait de ces données personnelles et aussi qui permettront de savoir comment accéder à ces données, comment faire modifier ou faire effacer ces données. Le point 4, c'est la responsabilisation, c'est-à-dire que le responsable du traitement doit être proactif. Il doit lui-même se prendre en main et faire l'inventaire des données personnelles qu'il utilise en décrivant les conditions de collecte, d'usage et de stockage dans un document officiel qui s'appelle le registre. Et c'est le registre que le responsable du traitement doit présenter à la CNIL en cas de contrôle. La CNIL pour ce qui concerne l'Europe. Le point 5, la responsabilisation. Donc, ce registre devra faire l'objet de mise à jour et être régulièrement réactualisé pour être le reflet de l'entreprise. Ce n'est pas un effort une fois de dire je fais mon registre, je me mets en conformité. C'est en fait le démarrage d'une longue histoire qui vous permet après de rester conforme, d'afficher vos traitements et de prendre les mesures de sécurité qui s'imposent et d'information. Et le point 6 du RGPD, c'est ce registre devra être accompagné de procédures écrites qui sont précisées dans le règlement, notamment en cas de violation de données personnelles. Vous avez des obligations avec des délais très stricts pour informer les gens qui pourraient être victimes de cette violation. Alors, qui est concerné par le RGPD? En fait, tout le monde, les organismes aussi bien publics que privés, qu'ils soient en Europe ou hors Europe.
Et dans le cadre du RGPD, la responsabilité a été renforcée des sous-traitants. Le sous-traitant est maintenant a un rôle important et il se doit d'être vigilant sur les missions qu'on lui confie. Alors, on a dit qu'effectivement, il y a des avantages à être en conformité, mais il y a aussi des risques à ne pas être en conformité. Donc, il y a des exigences qui peuvent venir de la part de donneurs d'ordre, qu'ils soient des donneurs d'ordre nationaux ou internationaux, qu'ils soient privés ou publics. Il peut y avoir des exigences de la part de prestataires, des experts comptables ou des acteurs dans l'informatique, et certaines exigences aussi de la part de quelques fournisseurs clés. Le risque de non-participation aux appels d'offres à venir peut brimer ou réduire le potentiel d'activité de votre entité, de votre entreprise. Et c'est là que c'est important et c'est clé d'être en conformité RGPD. Enfin, il y a des risques d'amende en cas de contrôle. Et les risques d'amende sont importants puisqu'ils peuvent atteindre 15% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc vous voyez qu'il y a quand même des risques financiers, des risques de business qui sont clés, qui sont importants et qui vous encouragent du coup à faire le pas, à franchir le cap et de vous mettre en conformité. La bonne nouvelle, c'est que la conformité est atteignable et c'est ce qu'on fait avec Antoine depuis 4-5 ans. On a accompagné plusieurs dizaines d'entreprises dans leur conformité. On vous a préparé un petit tableau, quelques extraits des amendes et condamnations pour mettre un peu de piquant dans le risque. Et vous voyez que des sociétés internationales comme Facebook, Instagram ou Google sont exposées. Il peut y avoir aussi des sociétés en France comme Bouygues Télécom ou des e-commerçants, des assureurs, et de façon plus petite en termes d'impact, mais importante, des médecins ou des sociétés d'édition de logiciels. On a quand même repéré une amende sur Instagram de plus de 405 millions d'euros. Il faut savoir que c'est au niveau européen, ce n'est pas simplement au niveau français, évidemment. Alors, on parle de données personnelles, c'est important de rappeler ce qu'est une donnée personnelle. Eh bien, une donnée est dite personnelle dès lors qu'elle permet de manière directe ou indirecte de déterminer à quelle personne physique elle fait référence. Typiquement, Antoine Peuzet, c'est une donnée personnelle, on a un nom et un prénom. Un numéro de sécurité sociale, au moins au niveau de la France, c'est une donnée personnelle. Et une adresse mail, quand il y a un nom, prénom, oui, c'est une donnée personnelle. Une adresse mail, quand c'est contact@stardata.fr, ça, ce n'est pas une donnée personnelle. Et une personne morale, non, ce n'est pas une donnée personnelle. Donc, dès lors que vous pouvez, de façon directe ou indirecte, déterminer une personne physique, vous avez une donnée personnelle dans vos fichiers, dans votre ordinateur ou dans vos classeurs. Le RGPD aussi mentionne régulièrement ce qu'est un traitement et une finalité, donc c'est peut-être important de rappeler ce qu'est un traitement. Le traitement de données personnelles consiste en toute opération qui sont faites par le détenteur de ces données. Un exemple d'opération, c'est une collecte de données personnelles, c'est un traitement. Et pourquoi on collecte, pourquoi on traite une donnée personnelle? C'est pour atteindre un objectif que dans le règlement on appelle une finalité. Par exemple, gérer la paye de ses employés, avoir une opération commerciale. Donc, pour un fichier client, le traitement, c'est sa mise à jour, c'est sa collecte, c'est ses échanges, ses enrichissements. Et la finalité, c'est une animation commerciale, la promotion et la relance. Alors, on vous a fait un extrait d'une carte du monde qui est sur les protections personnelles dans le monde. Donc, vous voyez que l'Europe est en bleu foncé, donc c'est là où le RGPD est installé. On a en Suisse, en Angleterre, en Argentine, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Corée du Sud, des pays qui sont considérés comme adéquats au RGPD. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le RGPD en tant que tel, mais ils ont quelque chose qui est suffisamment proche et suffisamment encadré pour que les pays membres de l'UE considèrent que c'est du même ordre. Et après, on a des pays bleu pâle comme les États-Unis où l'adéquation n'est que partielle, ce qui crée beaucoup de discussions évidemment avec tous ces acteurs GAFA des États-Unis. On a ensuite des pays en violet vif où il y a une autorité indépendante qui a été établie avec des lois. Et vous avez, comme pour le Maroc, un violet plus pâle où il y a une législation, mais elle n'est pas encore considérée comme suffisamment adéquate ou suffisamment installée pour que les pays de l'Europe
classifie votre pays en pays adéquat. Il n'y a pas de raison de penser que ça n'arrivera pas, puisqu'on est tous dans la même tendance de protection des données personnelles. Et comme vous l'avez dit, Kamal, au niveau du Maroc, vous avez, vous, la loi 0908 qui définit les caractères à données personnelles. Et donc là, effectivement, vous êtes très proche, on est très proche entre nous, entre le RGPD et la loi 0908. Toute information de quelque nature qu'elle soit et indépendante de son support concerne une personne physique identifiée ou identifiable. Donc là, on parle vraiment de la même chose. Le traitement est défini dans la loi comme toute opération appliquée à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement ou autre. Donc là encore, on est très proche. Le responsable du traitement est la personne physique ou morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Et là, vous voyez qu'en fait, on est encore très proche. On utilise finalement les mêmes éléments. Et le cadre juridique réglementant la protection des données personnelles inclut notamment une obligation de consentement. On a la même chose dans le cadre du RGPD. Une clarté dans la finalité du traitement, c'est pareil. Implique que les données personnelles soient collectées en adéquation avec la finalité, on a la même chose, et que les personnes soient dûment informées. Et donc, vous voyez qu'on est très, très proche. Du coup, on est dans le même bateau. Alors, il y a un petit point sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est quelle est ma responsabilité? Est-ce que je suis responsable ou prestataire? Quelle est la limite? Et parfois, ce n'est pas si facile de choisir son rôle. En fait, les conseils de la CNIL, c'est que dans ces cas-là, les parties doivent se mettre autour d'une table et discuter du sujet. Mais ce qui est important, c'est que si un sous-traitant en fait, exécute pour le compte de donneur d'ordre, il est sous-traitant. Cette clarification est essentielle dans vos contrats pour assurer la sécurité juridique des deux parties. Donc, il est important de clarifier ce point que dans vos contrats ou dans vos avenants, que le statut soit rédigé, soit clarifié. Donc, par exemple, lorsqu'un organisme traite des données personnelles pour le compte d'un responsable de traitement, il est considéré comme son sous-traitant. Donc, je suis un call center, j'appelle des clients d'un donneur d'ordre, je suis un sous-traitant. À l'inverse, si le sous-traitant traite également les données issues de ce traitement pour son propre compte, il sera alors considéré comme responsable. Donc, typiquement, si j'appelle les clients d'un partenaire et que j'encaisse une commande, que je traite la commande et que après je fais mon affaire de reverser une commission à mon partenaire, dans ces cas-là, je suis responsable du traitement. Et des fois, c'est un petit peu délicat de définir. Et donc, c'est important que cette précision soit apportée dans les contrats, puisque les responsabilités ne sont pas les mêmes, évidemment. Alors, en fait, le RGPD précise qu'on doit informer, on doit collecter, on peut stocker de la donnée personnelle pour son activité. Mais en fait, le point derrière, c'est aussi de mettre en place des niveaux de sécurité qui sont adaptés et adéquats. Et donc, la revue d'un RGPD inclut obligatoirement une revue de la sécurité mise en place dans son entreprise ou dans son organisation. Et c'est un élément fondamental parce que c'est ce qui prouvera que vous prenez les précautions pour protéger les données personnelles que l'on vous confie. Aussi bien celles de vos clients, bien sûr, et des prospects, mais celles aussi de vos salariés ou de vos fournisseurs. Donc, les 15 points clés pour sécuriser, pour faire la revue du niveau de sécurité de votre entreprise, on vous les a mis là. De toute façon, vous aurez accès à la présentation après, mais c'est des choses vraiment simples. Est-ce que j'ai sensibilisé les utilisateurs? C'est-à-dire, est-ce que mes salariés sont au courant que nous avons des données personnelles et qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi? Est-ce que lorsqu'ils se loguent sur leur ordinateur, ils ont un ID par utilisateur? Est-ce qu'ils ont un mot de passe? Est-ce que quand ils accèdent à des répertoires, vous avez des profils définis en fonction des autorisations ou des rôles de chacun dans l'entreprise? C'est des choses toutes simples, mais vraiment clés. Est-ce que quand ils accèdent à des données de paye ou de gestion du personnel ou de CRM, est-ce que je peux traquer qui est venu quand? Et est-ce que s'il y a un incident ou un export, j'ai des informations et je peux savoir qui a fait quoi? Ce n'est pas toujours évident d'avoir ces informations. Et donc, le choix des outils est vraiment clé pour avoir ces accès, ces informations.
Sécuriser les postes de travail, évidemment, avec des antivirus, des pare-feux, ça c'est l'aspect un petit peu basique de la sécurité. Sécuriser l'informatique mobile, puisque tout le monde aujourd'hui avec son mobile a accès à beaucoup de solutions, d'applications, et donc c'est important que l'aspect mobile soit protégé au minimum par une reconnaissance faciale ou une empreinte digitale. Protéger le réseau informatique interne, c'est-à-dire que dans les réseaux Wi-Fi, les doubles authentifications pour accéder au répertoire d'entreprise, ça, c'est des mesures simples à mettre en œuvre, mais qui protègent pour de vrai vos données personnelles. Et l'ensemble de vos données de l'entreprise, d'ailleurs. Sécuriser les serveurs, ça, c'est aussi des choses basiques. Posez-vous la question si les serveurs sont suffisamment sécurisés. Si vos sites web aussi sont protégés par des protocoles TLS, si sur les formulaires, qui sont souvent des portes d'entrée sur les sites e-commerçants, s'ils sont protégés par des CAPTCHA. Ça, c'est des petites choses à mettre en place assez faciles, mais qui protègent votre dispositif et vos données. Sauvegarder et prévoir la continuité d'activité. Alors, le plan de continuité d'activité, on en voit souvent, mais c'est assez rare que les gens aient testé ce plan avant la crise. Et ça, c'est des fois plein de surprises. Archiver de manière sécurisée vos données, gérer et tracer qui contrôle vos archives. Encadrer les développements informatiques, parce qu'effectivement, quand on fait un développement informatique, les développeurs extérieurs ont tout d'un coup des accès, les barrières sont baissées. Il est important de piloter ça, de limiter ça dans le temps et puis de les clôturer en fin d'intervention. Sinon, c'est des fenêtres ouvertes pour quelqu'un qui viendrait piller ensuite vos données. Encadrer la maintenance et anticiper la fin de vie des matériels, c'est-à-dire qu'il est important d'anticiper en fait sur les évolutions de matériel et sur les destructions en fin d'usage. Gérer la sous-traitance, là on est nous très vigilants avec Antoine à chaque fois qu'il y a des sous-traitants qui interviennent dans l'entreprise d'un client. Est-ce que ces contrats sont clairs? Est-ce que des mentions RGPD sont précisées? Et est-ce que de temps en temps, le donneur d'ordre va faire des visites surprises ou de sécurité pour voir si tout se passe bien? Ça paraît un petit peu excessif, mais c'est quand même le seul moyen de vérifier que les choses sont appliquées et que les règles sont mises en place. Et enfin, sécuriser les échanges avec les organismes extérieurs. C'est important de ne pas envoyer un fichier sans mot de passe, de ne pas envoyer des fichiers par un simple mail, parce que la protection est abaissée. Et donc, c'est assez simple de mettre en place des serveurs SFTP pour se passer des fichiers. Et c'est ce qu'on recommande et c'est ce qu'on vient de faire. Donc, vous voyez, c'est 15 sujets, vous pouvez les reprendre et regarder où vous en êtes. Peut-être que tout est bien. Et si tout n'est pas bien, petit à petit, vous assurez que ces éléments-là soient mis en place. Si vous avez couvert ces 15 sujets, vous avez déjà fait un grand pas vers la sécurisation de votre organisation. Alors ensuite, la partie 2 de cette présentation, c'est les obligations corporate, donc pour votre organisme ou votre entreprise. Alors la mise en conformité, votre mise en conformité vous amène à vous poser la question, est-ce que je dois avoir un DPO dans mon organisation? Et en fait, ça dépend de la nature des données et l'ampleur des volumes. On va revoir ça un tout petit peu après. Il faudra constituer un registre. On va voir à quoi ça consiste. C'est un document en fait qui décrit l'ensemble des traitements de données personnelles que vous faites dans votre entreprise. Et autour du registre, de compléter par une documentation qui précise les conditions de collecte, les informations et droits d'accès, le détail des mesures de sécurité, les procédures en cas de violation et la revue des contrats. Comme ça semble un peu fastidieux et on se dit, mais pourquoi je vais faire tout ça? Et en fait, ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est une opportunité pour le responsable de l'entreprise et pour ses managers de mettre à plat où sont les données, qui a accès aux données, dans quelles conditions, et de découvrir des fois qu'il y a des choses qui sont faites et qui ne correspondent pas à ce que vous pensez qui était fait, qui ne correspondent pas à ce que vous voudriez qu'il soit fait en termes de sécurité et d'usage. Et donc, c'est une bonne opportunité pour remettre un peu la main et le contrôle sur votre activité et votre entreprise. Et au-delà de ça, en fait, c'est aussi la capacité à vous mettre en conformité et de l'afficher, et donc de pouvoir répondre à des appels d'offres, de rassurer vos investisseurs et vos clients et vos partenaires. Alors, un DPO, en fait, l'exigence d'un DPO ne résulte pas du nombre de collaborateurs, mais plutôt de la nature des données personnelles. C'est-à-dire que si vous avez des données sensibles, et on va voir juste après ce que c'est, vous avez besoin d'un DPO. Si vous avez un suivi régulier et systématique de personnes à grande échelle, vous avez besoin de nommer un DPO. Et le DPO est le point de contact, en fait, pour les gens qui soient en interne ou en externe, s'ils ont des questions sur vos données personnelles et la façon dont sont traitées les données.
Le DPO, c'est un Data Protection Officer en bon français. Alors, une donnée sensible, c'est donc une donnée personnelle liée à la politique, l'activité syndicale, la religion, les positions philosophiques, la santé, les condamnations pénales ou les infractions ou l'orientation sexuelle. Le plus souvent, ce sont des données dont vous n'avez pas besoin dans le cadre d'une activité d'entreprise. Mais il se peut, si vous êtes par exemple un terminal ou une clinique, que vous ayez besoin d'avoir des données de santé. Dans ces cas-là, vous avez une donnée sensible, vous devez renforcer le niveau de sécurité, vous devez nommer évidemment un DPO et de vous faire en sorte que ces données de santé soient protégées, ultra protégées. Donc, si vous détenez des données sensibles et qu'elles sont indispensables à votre activité, nommez un DPO et prenez les mesures qu'il faut. Si elles ne sont pas indispensables, il y a une bonne technique, c'est de les supprimer. Alors, le registre, c'est un document qui peut être sous fichier, sous forme Word ou autre, peu importe. Et ce document est clé puisqu'il décrit les activités de traitement de données à caractère personnel que vous avez et précise certaines informations. Et il précise les informations qui sont prévues par le règlement. Donc, ce n'est pas à vous d'imaginer quelles informations doivent être dans ce document. La CNIL pour chez nous ou le RGPD précise ce que vous devez mettre par activité de traitement. Il constitue la première obligation de preuve de conformité et remplace l'obligation d'effectuer des formalités préalables de déclaration des traitements sur le site de la CNIL pour ce qui est de la France. C'est-à-dire qu'il faut se prendre en main, il faut identifier les responsables des traitements, les traitements effectués, la base légale, leur finalité, la catégorie des personnes concernées et les données traitées, qui a accès aux données en interne, en externe, les conditions de collecte, les mesures de sécurité qui sont prises pour les protéger, la durée de conservation. Et s'il y a une sortie hors Europe, il y a un traitement automatique qui est appliqué, type Huawei, il faut le mentionner. Et comme là, ça semble un petit peu obscur, je vais vous donner l'exemple d'une fiche de traitement pour la gestion de la paye. Eh bien, voilà, le responsable des traitements, c'est le responsable de l'entité. Le traitement effectué, c'est je gère la paye. La base légale, c'est un contrat de travail. Leur finalité, c'est de rémunérer mes employés sur la base de leur contrat. La catégorie des personnes concernées et des données traitées, eh bien, pour mes employés, j'ai beaucoup d'informations. J'ai le nom, prénom, l'adresse, les adresses mail, les téléphones, les données de sécurité sociale, etc. Qui a accès aux données en interne? C'est le plus souvent les RH, peut-être les responsables hiérarchiques et peut-être une société qui vous aide à gérer la paye, un expert comptable, par exemple. Les conditions de collecte, il faut avoir précisé à vos employés que vous avez collecté des données, que vous allez les utiliser. Donc, ça figure dans votre contrat de travail le plus souvent. Les mesures de sécurité prises, c'est donner justement des protections sur les accès à ces outils qui permettent de gérer la paye, ou si c'est dans des répertoires d'entreprise, que ces accès à ces répertoires soient protégés, limités, contrôlés avec des mots de passe. La durée de conservation, là, je saute le point parce qu'en France et en Europe, on a des durées de conservation par sous-catégories qui sont un peu riches et confus, donc c'est un sujet en tant que tel. Et enfin, s'il y a des sorties hors Europe ou s'il y a un traitement automatique, il faut le préciser. Donc, vous voyez, ça paraît compliqué, ça paraît peut-être un peu obscur, mais au final, c'est assez simple. Vous devez dire ce que vous faites et faire ce que vous dites. Alors, en complément du registre, on doit avoir certains éléments de documentation qui sont à tenir à disposition en cas de contrôle. Donc, la preuve d'une information complète. Est-ce que j'ai vraiment informé mes employés, mes clients que je collectais des données personnelles? Donc, je garde un double de ce que j'ai fait. Avoir une procédure pour mettre en œuvre les droits d'accès. Si un client me dit je veux sortir de votre fichier, effacez-moi, il faut qu'on puisse prouver qu'on sait le faire et avoir une documentation. Avoir un plan d'action en cas de violation des données. Et c'est là où c'est important d'avoir des archives sécurisées et un plan de continuation d'activité. Et avoir revu et complété les CGV, les contrats, notamment avec vos prestataires, en incluant des clauses relatives au respect de la réglementation. Donc ça, c'est les 6 bonnes pratiques, du coup. Profitez de la constitution de votre registre pour faire une revue de vos données et de vos pratiques. Donc là, ça va un peu au-delà du RGPD. En fait, c'est une aubaine, une occasion, une opportunité plutôt pour savoir ce qui est fait dans l'entreprise, qui fait quoi, qui a accès à quoi. Éliminer les données qui ne correspondent pas à vos finalités, ce sera des problèmes en moins pour la suite. Évaluer la durée de conservation raisonnable en fonction de votre activité.
Si vous vendez des stylos ou si vous construisez des maisons, ce n'est pas la même durée de conservation qui s'impose à vous. Éliminez les données dont vous n'êtes pas certain des sources. Si vous avez des fichiers qui sont là depuis toujours et vous ne savez pas d'où ils viennent, ou plutôt vous avez des doutes sur les sources, il ne faut pas les conserver, ce n'est pas raisonnable. Et vérifiez la pertinence des accès aux données en interne et via les sous-traitants. Et profitez-en pour réévaluer vos procédures de sécurité. Au-delà de la conformité RGPD, c'est aussi une façon de protéger votre entreprise, votre entité, votre service, et au final de protéger du coup la pérennité de votre activité. Donc, quand on revoit un contrat ou une condition générale de vente, il faut inclure des clauses de sécurité et de confidentialité, c'est-à-dire qu'on exige, on obtient de son partenaire qu'il s'engage pour mettre en place des mesures de sécurité, de confidentialité des données qui lui sont confiées. Et on définit les modalités du traitement. On définit avec lui l'objet, la durée, la nature, la finalité, le type de données qu'il aura et la catégorie des personnes concernées. Donc, il y a des clauses qui sont un petit peu pré-rédigées, qui peuvent être très pratiques à utiliser pour s'assurer que vos sous-traitants et vos partenaires s'engagent vis-à-vis de vous de respecter le RGPD. Alors évidemment, ces revues ont régulièrement des impacts sur les solutions et les systèmes informatiques, puisque si vous redéfinissez la gestion des mots de passe, les fonctionnalités par type utilisateur, ça se fait avec votre IT. Si vous rejetez des solutions qui sont peu sécurisées ou mal sécurisées et qui ne sont pas pérennes dans le temps, vous pouvez être amené à faire des migrations sur des solutions plus robustes. Vous pouvez avoir des prestataires intermédiaires en cascade avec sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants et perte de contrôle. Donc là, c'est des choses qu'il faut remettre à plat. Et enfin, vous pouvez exiger sur certains sujets clés la traçabilité des actions et des accès. Et ça peut vous amener à changer d'outil ou de monter en gamme sur un outil que vous avez déjà. Donc, c'est clair pour nous que les services IT, tout ce qui est informatique, sont vraiment des alliés dans la mise en conformité RGPD. Un dernier sujet corporate, en fait, on vous a dit que le RGPD, une fois qu'il était mis en place, devait continuer à vivre. C'est-à-dire, si demain, vous achetez une nouvelle entreprise ou vous développez une nouvelle activité, il faudra vous reposer la question, en quoi cette nouvelle activité va modifier mon registre, en quoi c'est un nouvel traitement de données personnelles, est-ce que j'ai vraiment les moyens de protéger les données que je vais héberger? Et si oui, eh bien, en fait, vous rédigez une note que vous joignez à votre registre et qui pourra vous permettre de dire oui, j'ai été proactif et je valide ou pas le passage, le lancement de cette activité. Au contraire, si vous avez des algorithmes, des scores ou des choses qui sont un peu nouvelles, un peu techniques et qu'il faut, il faut enrichir votre registre en le précisant dans vos conditions, dans vos chartes sur les données personnelles et dans votre registre. Donc, c'est pour vous dire que c'est important que régulièrement, en tout cas à chaque nouvel lancement d'activité ou développement de l'entreprise, il faut se poser la question pour rester conforme au RGPD. Là, j'ai dit, OK. Et donc, on passe à l'aspect 3 qui nous intéresse aujourd'hui, du coup, les bonnes pratiques marketing. En quoi le RGPD a modifié et modifiera la façon de faire, sachant que l'objectif, c'est de continuer à faire et de le faire juste bien. Voilà. Alors, il y a de nouvelles obligations, de nouveaux usages pour la gestion des fichiers clients, pour les actions de collecte de prospects. Il y a des impacts sur les mailings adressés, les actions de télémarketing, des impacts encore plus précis sur les envois d'emails, de SMS ou de messages audio, et des impacts sur les mentions à faire figurer sur les sites Internet. Évidemment, il y a des impacts sur les affaires figurées puisque l'information lors de la collecte doit être claire et complète. Nous, on encourage une rédaction d'une charte sur la confidentialité des données personnelles. Elle est recommandée à destination des clients. Elle est aussi mentionnée dans les CGV ou les conditions générales d'utilisation. Alors, pour la gestion des fichiers clients, on vous encourage à revoir vos contrats avec vos prestataires et inclure une mention RGPD. Revoir vos contrats avec vos fournisseurs de fichiers, avec vos call centers, avec l'ensemble du coup des personnes avec qui vous êtes amené à travailler
pour la collecte et l'exploitation de données. Garantir la collecte et la gestion conforme au RGPD à vos partenaires. Si c'est vous qui fournissez des données, des fichiers de prospects à des partenaires, eh bien, il faut que vous soyez capable de garantir que cette collecte a été faite de façon conforme et obtenir l'identique en cas de location de fichiers. Évidemment, il faut respecter la durée de conservation qui est affichée lors de la collecte. Il faut respecter les finalités qui sont annoncées lors de la collecte. Donc, si je collecte des données personnelles de gens qui ont des douleurs articulaires, eh bien, derrière, je ne vais pas leur vendre des vis et des boulons. Voilà. Pour donner un exemple caricatural. Donner le droit d'accès anticipé à la gestion des demandes. Donc, il est clair que l'accès aux données personnelles pour vos clients ou pour vos salariés est un droit. Et donc, il faut le gérer et qu'ils savent comment l'exercer. Et enfin, vous avez le droit de conserver un fichier repoussoir, mais pas au-delà de 3 ans. Ça, c'est dans les recommandations de la CNIL. Gestion de la collecte. Alors, la CNIL est très précise sur la gestion de la collecte. Elle est même de plus en plus précise par rapport à 2018. Et donc, lors de la collecte, le consommateur doit être informé et donner son consentement de façon libre, spécifique, éclairée et univoque. C'est-à-dire que le consentement, pour être valable, doit s'exprimer par une action positive et spécifique de la personne concernée. Par exemple, je coche une case et là, je dis oui, je veux bien recevoir une newsletter, je veux bien recevoir les nouveaux codes d'avantages que vous allez publier. Je fais une action et c'est une action positive. L'acceptation de conditions générales d'utilisation ne peut pas suffire. Souvent, on voit accepter les conditions générales et il y a une coche, et ça, ce n'est pas suffisant s'il y a 25 pages derrière et que les choses sont cachées. Donc, il y a quand même 2 exceptions à ce principe et c'est vraiment important en termes de marketing. Si la personne prospectée est déjà cliente de l'entreprise et si vous allez la prospecter pour des produits ou services similaires. Donc, vous vendez des outils de jardin, par exemple. Eh bien, si demain, vous allez leur vendre des bâches ou si vous allez leur vendre des matériaux de bricolage, même, ou en tout cas dans le même esprit, vous avez le droit de continuer de prospecter cette cliente. En revanche, si demain, vous voulez vous lancer dans le complément alimentaire ou les assurances, ben là, vous n'êtes pas dans cette exception. Et si la prospection n'est pas de nature commerciale, tout ce qui est caritatif, par exemple, est hors jeu du consentement actif, libre, spécifique, éclairé et univoque. Dans ces 2 cas, la prospection est fondée sur l'intérêt légitime de l'organisme. Donc, un exemple d'information sur un site web, oui, j'accepte que mes informations soient utilisées pour la prospection commerciale. Ça, c'est une version très CNIL, mais ça peut être aussi, oui, je désire recevoir mes codes de réduction auxquels j'ai droit dans le cadre de la prospection, ce qui est peut-être un peu plus vendeur. L'idée, c'est qu'il y ait quand même une action et qu'il y ait une case cochée, un oui qui soit coché par le consommateur. Il ne faut pas de case précochée. Et comme le précise Antoine, on ne précoche pas les cases en face de ces oui. Gestion de la collecte, donc libre, pour rappeler, ni contraint ni influencé, un choix réel, sans avoir à subir de conséquences négatives en cas de refus. C'est-à-dire que si je refuse une inscription à une newsletter, le prix ne doit pas doubler, par exemple. Spécifique doit correspondre à un seul traitement. Je ne peux pas avoir une collecte pour une multitude de finalités en même temps. Éclairé, en fait, le consommateur doit être éclairé quand il prend la décision ou pas de cliquer ou d'accepter d'être prospecté. Il doit savoir à quoi ce qui va se passer après. Donc, doit être accompagné d'un certain nombre d'informations communiquées à la personne avant qu'elle ne consente. Et univoque, donc sans équivoque, doit être donné par une déclaration ou tout autre positif clair. Voilà. S'il y a ambiguïté, c'est que ce n'est pas clair. Donc, pas de case précochée ou préactivée, pas de consentement groupé, comme on pouvait faire dans le temps lorsqu'un seul consentement est demandé pour plusieurs traitements distincts, et pas d'inaction. Si vous envoyez un email et que la personne ne dit pas non, ça ne veut pas dire qu'elle a dit oui. Voilà. Pour dire les choses simplement. Donc, c'est vraiment important parce que la collecte, c'est quand même le démarrage de votre relation avec des prospects qui vont probablement devenir clients derrière. Donc, il faut le faire bien pour ne pas vous exposer. De toute façon, j'aurais tendance à dire que les spécialistes du marketing savent que si on viole un peu le consentement, derrière, on le paye, parce qu'après, vous avez des comportements dans l'envoi de newsletters ou dans des appels de vos services clients qui sont détériorés et de basse qualité.
et qui finalement vous coûte peut-être plus cher que d'avoir mis une jolie barrière à l'entrée et d'avoir été précis dans vos intentions. Et là, on revient donc, les informations, les mentions à faire figurer lors d'une collecte, c'est qui est responsable du traitement, les finalités, qu'est-ce que je vais faire de vos données, qui sont les destinataires, la durée de conservation, rappel des droits et conditions d'accès. Et donc, on vous a mis un exemple sous un formulaire ou lors de la création d'un compte. Les informations collectées dans le cadre de votre commande, par exemple, font l'objet d'un traitement dont le responsable est la société X, ayant pour finalité l'exécution de votre commande et la gestion de la relation client. Elles sont destinées à la société X et à ses prestataires à l'origine de cette offre et seront conservées pendant 3 ans. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données en nous contactant à l'adresse suivante. Et là, on donne une adresse postale ou un mail. Et ça, en fait, c'est vraiment les informations qui doivent figurer sous un formulaire de création de compte, par exemple. On ne le voit pas encore suffisamment, mais la CNIL est très vigilante par rapport à ça. Et c'est tout à fait possible de glisser ça de façon habile et raisonnable sous un formulaire. Avec Antoine, on le fait depuis 4 ans ou 5 ans à chaque fois qu'on passe, et tout se passe bien. Le citoyen, de toute façon, aujourd'hui, est éveillé et sait ce qui se passe autour de ces données personnelles. Donc, ça a plutôt tendance à le rassurer que vous vous affichez de façon complète. Donc, on vous a fait un petit tableau sur ce qui est la prospection commerciale quand vous transmettez des données à des partenaires. Et en fait, à chaque fois, vous vous posez la question, est-ce que le partenaire va les utiliser simplement pour des prospections courrier ou téléphone, ou est-ce qu'il va faire du SMS et de l'emailing? S'il y a du SMS et de l'emailing, les conditions de collecte doivent être plus précises et doivent être spécifiques, en fait. Les personnes doivent effectivement comprendre qu'ils vont recevoir un SMS ou un email. Alors, pour ce qui est les mailings adressés postaux, donc le vrai mailing papier qui existe toujours encore, même s'il a tendance à laisser sa place à l'emailing ou au téléphone. Donc, les principes de base, c'est si le prospect ne s'oppose pas à l'utilisation ultérieure de son adresse postale, on a le droit de l'utiliser pour lui envoyer un mailing adressé. On ne fait pas d'achat de fichiers, mais par contre, on en loue beaucoup. Et l'achat de fichiers est, lui, possible juste pour les relations B2B. En France, le fichier Robinson recense ceux qui ne souhaitent pas être prospectés par courrier. Donc, dans le cadre d'une déduplication, votre routeur ou déduplicateur doit repousser votre fichier de prospection contre le fichier Robinson pour exclure ceux qui sont inscrits. Ça, c'est la base avant le RGPD. Est-ce que le RGPD change pour moi? J'ai une durée de 3 ans après notre dernière relation commerciale, ce qui est une durée qui est considérée par la CNIL comme raisonnable. Après ce délai, je ne peux plus prospecter mon client de la même façon et je dois envoyer une invitation pour le prolonger. Et c'est si seulement le client me dit oui, je veux continuer à recevoir vos offres que je peux le faire. Donc vous avez, il y a une durée qui est un peu nouvelle et qui doit figurer d'ailleurs dans votre collecte. À la collecte, les mentions revues sont à préciser, là on vient de le voir. S'il y a une location, je dois être capable d'indiquer au prospect la source. Donc je fais un plan fichier, j'ai 25 fichiers, et ben, je dois garder l'information pendant quelques temps pour pouvoir répondre au prospect d'où vient son adresse s'il me le demande. Enfin, j'ai des contrats avec mes prestataires à compléter, comme on a vu tout à l'heure. Ben oui, il faut que les deux parties s'engagent à respecter le RGPD. Et je dois éliminer de mes bases postales les prospects des clients dans un délai raisonnable, notamment après 3 ans, après leur dernière relation commerciale. Ça, c'est pour les mailings adressés. Donc, vous voyez, il y a des choses qui changent, mais on peut continuer de faire du mailing adressé dans de bonnes conditions avec le RGPD. En termes de télémarketing, donc c'est idem courrier. Si le client ne s'oppose pas à l'utilisation ultérieure de son numéro de téléphone, vous avez le droit de l'utiliser. Vous pouvez contacter le client dans un délai raisonnable après cette dernière relation commerciale sans placer par Blocktel si c'est une offre du même univers. En revanche, si c'est un autre univers, il faut passer chez nous par Blocktel, qui est un fichier repoussoir. Et si vous louez un fichier pour des prospections par téléphone, il doit passer par Blocktel dans le mois précédent. Seules les activités caritatives, presse et sondages et les appels B2B ne sont pas concernés par Blocktel. Alors, ce que change le RGPD pour moi, si vous louez vos fichiers, vous devez être capable de lui indiquer la source. Pardon, si vous louez des fichiers, vous devez être capable de lui indiquer la source. Vos contrats avec votre prestataire sont à compléter.
Les bases prospects que vous pourriez avoir eues dans le passé ne peuvent pas être utilisées si vous n'avez pas la preuve de consentement. Donc, il faut l'obtenir à nouveau si vous n'avez pas de preuve. Il faut éliminer de vos bases téléphones les prospects après un délai court et les clients dans un délai raisonnable après leur dernière relation commerciale avec vous. Court et raisonnable, ça reste à vous de l'interpréter et de le justifier en cas de contrôle. Et à la collecte, les mentions sont aussi à préciser, comme on a vu, pas plus loin, mais plus tôt. Il faut savoir qu'en France, on a des nouvelles règles depuis le 1er mars 2023 et qui sont assez contraignantes en termes de démarchage téléphonique et qui sont complémentaires à celles qui étaient déjà en place. Et donc, on a des plages horaires du lundi au vendredi à l'exclusion des jours fériés voilà, qui sont précises. On ne peut pas relancer un même consommateur plus de 4 fois par mois. Et si un consommateur a refusé le démarchage, on doit attendre 2 mois avant de le ressolliciter. Pour un lead recruté sur un formulaire sur site internet, on peut le contacter hors Blocktel pendant 3 mois, mais le prospect doit avoir donné son accord pour être contacté par téléphone. C'est-à-dire lors de la collecte ou sous le formulaire, il doit savoir qu'il sera contacté par téléphone. Et pour ceux qui exercent sur le marché français, c'est important de respecter ces règles parce que le montant des amendes ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Donc, ça peut vraiment compromettre l'activité de votre entreprise. Donc, l'idée et l'intention derrière, c'est de protéger le consommateur des abus et des abus. Alors, tout ce qui est email, SMS, audio, et message audio, en fait, est encadré au même niveau. Là, on est dans un principe d'opt-in. On peut faire la publicité si le consommateur a donné son consentement au préalable lors de la collecte. Ça doit être spécifique, ça doit être clair. Oui, je veux bien recevoir votre newsletter par mail. Oui, je veux bien recevoir un SMS. Ça doit être précis. À l'exception, bien sûr, si un client, vous proposez des services analogues à vos clients, vous êtes toujours dans le principe de cette exception. Donc là, vous devez juste donner la possibilité à votre client de refuser de recevoir des SMS ou de refuser de recevoir des emails. Et bien sûr, chaque message électronique doit avoir une information sur l'identité de l'annonceur et un moyen simple pour s'opposer à la nouvelle sollicitation, un message de désinscription à la fin d'un email ou un stop pour le SMS. Donc, la prospection commerciale par email, SMS, MMS, message audio est possible, mais les personnes doivent d'abord en avoir été informées. Elles doivent également y consentir s'il s'agit de particuliers. Donc là, il doit y avoir une case à cocher. Pour rester informé de nos réductions et codes d'avantage, merci de cocher cette case. Si vous changez d'avis plus tard, vous pourrez vous inscrire à tout moment. C'est le genre de phrase que vous pouvez mettre, et qu'il faut mettre d'ailleurs, pour avoir l'occasion de récupérer de l'information pour envoyer des SMS et des emails. Il faut donc informer les clients en leur donnant la possibilité de refuser simplement. Vous devez avoir les mentions RGPD lors de la collecte, c'est pareil pour tout. L'utilisation d'une case précochée est interdite en matière de recueil de consentement. Vous devez aussi enrichir vos contrats, comme pour l'ensemble de l'activité. Éliminer de vos vieilles bases mail après le délai prévu lors de la collecte. Et limitez-vous aux finalités déclarées lors de la collecte. Ah, j'aime bien double celle-ci. Ah non, pour les B2B, c'est lors de la prospection B2B, si votre message est envoyé sur une adresse professionnelle et que l'offre correspond à son activité, vous n'avez pas de nécessité à avoir obtenu un OK préalable. Donc, si vous envoyez des SMS à des médecins pour leur vendre des outils médicaux, là, c'est sans accord préalable. C'est juste de l'allocation de fichiers de B2B de médecins et vous pouvez les prospecter. En revanche, quand vous les prospectez, si la personne demande à ne plus être prospecté, vous devez être capable de l'éliminer. Et toujours préciser votre identité. Du coup, dans la logique de ce qu'on a dit juste avant, sur le site internet, faire figurer une nouvelle mention lors des collectes sous les formulaires, évidemment. Ne pas lier inscription à un newsletter à la consultation d'un jeu parce que la collecte doit être distincte et explicite. Donner les moyens de contact pour que le visiteur puisse vous contacter et demander un accès à ses données personnelles. Mettre à jour vos CGV, inclure une charte sur le respect de la vie privée, vérifier que vos emails automatiques ne contiennent pas de données personnelles, ce qui pourrait arriver si les sites ont été mal paramétrés.
et revoir effectivement le contrat avec vos prestataires, vos développeurs pour qu'ils s'engagent à respecter le RGPD, vérifier les statuts des personnes ayant accès au back-office et le limiter au strict nécessaire, et enfin limiter l'accès aux fonctions export des bases de données au seul administrateur. L'idée est de vous protéger et de protéger les données qui peuvent figurer dans votre site Internet. Donc, une charte de respect de la vie privée, là, on a mis les points importants. Hein, c'est quelles données on collecte, pourquoi, comment nous les traitons, comment nous les partageons, est-ce qu'elles peuvent sortir d'Europe, tout ce qui est sur le point cookies, quelles sont les options de confidentialité dont vous disposez, les droits, comment protégeons-nous vos données personnelles et de l'aperçu de votre compte client, comment nous contacter. C'est les points clés qui doivent être couverts dans votre charte. Et avoir une charte sur le respect de la vie privée sur votre site Internet, ça vous permet d'afficher et de préciser ce que vous faites et dans quelles conditions. Bon, un exemple, que faire de votre vieille base mail collectée avant le RGPD? Ben, en fait, si de deux choses l'une, soit elle a été collectée dans de bonnes conditions, et dans ces cas-là, vous mettez à jour votre charte et vous prévenez en fait ceux qui reçoivent votre mail et vous leur donnez l'occasion de se désinscrire s'ils veulent. Et si la base n'a pas été collectée proprement, eh bien, a priori, il vaut mieux éviter de l'utiliser. Voilà. Vous pouvez éventuellement, sur des ouvreurs récents, donc des gens qui sont toujours intéressés par votre activité, essayer de leur envoyer une newsletter qui est spécifique en disant « nous avons mis à jour nos conditions de gestion de vos données personnelles » et les engager à exprimer un consentement pour continuer à recevoir votre catalogue ou votre code de réduction. Donc, pour résumer, ce qu'il ne faut plus faire, bon, c'est parce qu'il y a quand même des choses qu'il ne faut plus faire. Collecter des adresses électroniques des particuliers sur des sites Internet ou des forums de discussion. Ça, il y a effectivement ce qu'on appelle dans la profession des aspirateurs. Ben, il faut arrêter d'utiliser aspirateur, c'est interdit et c'est pénalement peut vous coûter cher. Condamnable. Condamnable. Présumer du consentement du consommateur. Non, on ne présume pas, on attend son consentement. Conditionner l'accès à un service, l'achat d'un bien, un bénéfice et une réduction, et conditionner ceci à l'acceptation de recevoir des messages publicitaires, c'est interdit. Il faut distinguer les choses. Et la CNIL sanctionne régulièrement les abus. Donc, on a intérêt à être vigilant. Durée de conservation sans limite de temps, non, c'est fini. Maintenant, il y a des limites de temps, il faut les respecter. Il n'est pas possible de réutiliser les données à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées. Le responsable du fichier doit mettre en place des mesures de sécurité pour protéger les données. En fait, si on veut synthétiser, les obligations nouvelles qui s'imposent à nous ont aussi un potentiel impact sur une meilleure qualité en fait, de nos opérations marketing derrière. Alors, c'est vrai qu'il y a des contraintes nouvelles, mais derrière, si vous avez un fichier qui est mieux traité, qui a mieux compris et desquels vous rejetez des leads ou des contacts obsolètes, eh bien, vous allez voir que les performances de vos campagnes vont s'améliorer. Et du coup, vous allez avoir le bénéfice de vos efforts. Et ce coup-ci, ce sera un bénéfice commercial, ce ne sera pas un bénéfice de conformité. Les bonnes pratiques, mention élargie lors de la collecte, ça c'est un point essentiel. Respecter les règles et usages d'opt-in, opt-out selon votre univers et les canaux de communication. Se limiter aux finalités annoncées. Durée de conservation à noter, respecter. Organiser et gérer les demandes d'accès. Revoir ses contrats avec les prestataires. Mettre à jour CGV et chartes. Mesures de sécurité à réviser et renforcer. Et revoir l'inventaire des données collectées, usages et conditions d'accès. Et enfin, préparer son document qui s'appelle registre de documentation. Vous posez ces 10 questions. Quand vous aurez dit oui à ces 10 questions, ben vous serez conforme. Ça peut prendre un certain temps, mais ça vaut le coup. Et voilà. Merci Emmanuel pour cette brillante présentation qui nous... Est-ce que vous me voyez? C'est bon. Oui. Qui nous met un petit peu nous met en plein dans ce sujet. Moi, je rappelle une chose à l'assistance, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure lors de l'introduction, j'ai dit que la raison d'être d'une entreprise, c'est de travailler, hein, c'est votre core business. Vous devriez travailler, améliorer le modèle relationnel, adresser les clients et puis surtout aussi les prospects.
pour les capter. Mais aujourd'hui, ce référentiel qui est un référentiel qui est européen, mais qui est quand même une référence mondiale, le RGPD, chez nous, c'est la loi 0908 qui est encadrée par la CNDP, qui est l'équivalent finalement de la CNIL au niveau européen, français et européen. Donc, moi, l'objectif de ce webinaire, c'est d'écouter des experts qui accompagnent les entreprises dans ce sens et puis qui transforment avec eux et qui mettent ces choses en place. La première question, Emmanuel, merci beaucoup pour cette présentation. C'est que quand vous voyez ces entreprises, vous les voyez, vous êtes sur le terrain, vous voyez le pouls. Hein, il y a un dicton qui dit il y a une différence entre la température affichée et la température ressentie. Les entreprises ressentent vraiment les besoins et choses. Quels sont les prérequis d'une bonne transformation et pour vraiment être RGPD et que finalement, ça y est, je le mets comme une démarche qualité, je ne fais plus comme la route de Deming, à minima, si je stagne, je ne régresse pas. Ça veut dire que j'avance et je fais mon référentiel. Et puis, j'ai bien entendu, j'ai bien vu dans un slide, j'ai bien vu qu'il y a une revue de process parce que les données changent. Ça, c'est la première chose. Tu insistais sur une chose, Emmanuel, une chose importante que nous faisons tous. C'est quand on reçoit des conditions générales, en général, on ne les lit pas. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a toujours 10 ou 15 pages. Les gens, ils vont faire confirmer, puis confirment, puis les gens ne lisent pas les 11 pages PDF qui sont écrites en petit, et souvent ce sont Ça, c'est, on le sait, nul n'est censé ignorer la loi, mais je comprends. Mais est-ce que ce n'est pas pour le consommateur et pour les B2B, même en B2C et tout ça, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se pose, cela? Puis, je sais qu'Antoine, il est sur ce sujet important, c'est que, par exemple, on prend une banque, elle a un CRM, comme toutes les entreprises, elle a un CRM. Et donc, elle collecte par les front managers, les commerciaux, toute la donnée. Si cette donnée, elle est manipulée en interne, pour nous, ça veut dire pour une entreprise, pour une banque ou pour une entité tertiaire, une boîte d'assurance ou un assureur crédit, est-ce que la donnée, est-ce que ces clients qui sont dans... Parce que vous avez parlé de la data, il y a un vrai sujet de la data. Vous qui sillonnez un petit peu toutes les entreprises, est-ce que la culture data est rentrée dans les mœurs? Parce que chez nous, au Maroc, oui, mais il y a des fois, il vaut mieux en avoir un peu plus et peut-être éliminer que d'en avoir un petit peu. Il y a des fois où on a cette confrontation de data qui n'est pas fiable. Par exemple, on a des numéros de téléphone qui manquent, on a des CN, des cartes CN, on a peut-être même le sexe, l'âge ou des choses comme ça. Peut-être que pour avoir des choses comme ça. Est-ce que ce sont vous aussi, vous voyez ce genre de choses chez les entreprises? Est-ce que ces entreprises font référence? Parce que je sais que j'ai bien écouté attentivement ce que tu as dit, Emmanuel, qu'il ne faut pas acquérir des bases, mais qu'il faut les louer. Une solution, une base, par exemple, pour avoir de la donnée, parce que à force de ne pas avoir, on a besoin de collecter la donnée. Est-ce que cela ne nous met pas en porte-à-faux? C'est la première autre question. Il y a un point qui est vraiment important et qu'on voit toujours avec Antoine. En fait, pour la réussite d'une conformité, il faut vraiment qu'il y ait un engagement du management. C'est-à-dire que si le patron est engagé, il a réalisé que ça allait en fait renforcer l'activité de son entreprise, ça allait renforcer son entreprise, ça se passe bien. Si le management fait ça par obligation, l'a mis dans sa liste des to-do, mais n'est pas vraiment engagé, en fait, le reste de l'entreprise le ressent. Et ça devient très compliqué de faire l'inventaire, de savoir qui fait quoi, quels sont les outils, et il n'y a pas d'engagement des gens. Donc déjà, c'est super clé que le top management prenne conscience et donne la direction. Après, évidemment, on ne demande pas au top management de devenir un expert du RGPD. Et tout le travail, le binôme qu'on fait avec Antoine, c'est qu'il y a un expert RGPD, il y a un entrepreneur, et il faut que les deux arrivent à dialoguer. Et c'est ça qui fait la clé du succès, c'est qu'il y a un dialogue. En disant, mais moi, j'ai besoin de faire ça. Oui, mais tu ne peux pas le faire comme ça. Ah, mais comment je peux le faire? Ah, ben, tu peux le faire comme ça. Et tout d'un coup, il y a un terrain d'entente respectueux du RGPD qui est mis en place et qui permet d'avancer. Et typiquement, là, quand tu parles de données qui ne seraient pas complètes, l'enrichissement de fichiers clients, c'est tout à fait possible. Vous allez voir une base ou une méga base, vous envoyez votre fichier, il va être enrichi par votre partenaire Megabase. Bon, chez nous, on a Connexion ou Data Company, des choses comme ça, et il va vous le renvoyer enrichi.
tout ceci est simplement encadré par un contrat. C'est-à-dire que, évidemment, Data Company ou Connaissance, quand il collecte l'information, il l'a collectée dans de bonnes conditions, il a des chartes, il a des respects, il a de la sécurité. Et parce qu'il a fait ça bien, il est un partenaire pour vous, pour faire l'enrichissement dans de bonnes conditions. Et quand vous récupérez l'information, vous l'avez récupérée en conformité avec le règlement. Est-ce que dans une entreprise maintenant, même une petite, parce que là vous le voyez mieux que nous, on a une personne RGPD ou DPO qui peut faire les deux en même temps? Ça veut dire qui est le garant un petit peu de toutes ces transformations. Puis on parle beaucoup de transformation des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement l'entreprise, Emmanuel, est devenue, Antoine, pardon, est devenue un peu une sorte de transformation agile. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la verticalité, mais on est quand même au mode agile. Et cette transformation abolit un petit peu les frontières dans ton entreprise. Est-ce que ce dialogue est aussi un prérequis de la réussite de la transformation, d'être vraiment au standard des RGPD et tout ça, et de la data d'une manière générale, de la sécurité? Tu as raison, vous voyez-vous dans ces entreprises? C'est typique de ce qui se faisait dans les boîtes américaines il y a déjà 10 ou 15 ans. C'est quand il y a un projet nouveau, il y a un responsable d'une task force. Et peu importe sa position hiérarchique dans l'entreprise, il emmène et il drive l'énergie des ensembles des services. Quand on fait nos missions avec Antoine, à chaque fois, on a un interlocuteur qui coordonne, qui concentre et qui pilote. Et à la fin, il est le plus souvent nommé DPO et les gens savent que c'est à lui qu'il faut s'adresser s'ils ont une question, s'ils ont un doute, pour faire checker un formulaire. Comment dire, la vigilance et puis en même temps la vigilance, la souplesse ou le profil de cette personne est clé. C'est pas un interdiseur de faire les choses. Il doit avoir un peu ce profil. J'accompagne l'entreprise, mais il y a des limites. Et les limites, je les précise régulièrement, je change. Et ce poste clé, qui peut être un poste transitoire ou en tout cas partiel, il est drôlement important parce que c'est lui qui fait que les choses vont pouvoir avancer. Il ne faut pas se mentir, il y a quand même une étape où il y a la mise en conformité, qui est un effort un peu important. Nous, évidemment, on recommande de se faire aider par des gens qui savent, parce que tout le monde va gagner du temps. Et puis après, il y a la gestion, le pilotage de la chose quand elle est en place. Et quand la chose est en place, si vous avez un DPO ou un simili-DPO qui est nommé, eh ben, c'est son rôle. Et quand il voit que tout d'un coup, il perd le contrôle, ça devient un sujet nouveau, il alerte sa direction et puis il trouve un partenaire extérieur qui peut l'aider. Qu'une entreprise... Dans l'entreprise, on va aussi... Pardon ? Allez-y, si une entreprise veut se mettre en conformité toute seule en lisant les textes, franchement, elle va vraiment passer beaucoup de temps, elle va détourner son énergie de son activité et finalement, elle va risquer de mal faire et au final de ne pas atteindre son objectif. Et ça nous est arrivé plusieurs fois d'arriver dans des entreprises où les gens avaient voulu essayer, ils avaient lu sur la CNIL, ils avaient pris des documents, ils avaient fait une sorte de boogie-boulga, mais au final, le truc, il n'était pas vraiment conforme. Bon, c'est pas grave. C'est un défaut d'accompagnement. Ouais, c'est un défaut d'accompagnement. Parce que aujourd'hui, même, ça me ramène à un sujet important, les amis, c'est que quand on se fait accompagner par un expert comme vous, un cabinet expert, en général, ce qui est recommandé aux entreprises, c'est d'avoir leur ADN. Ça veut dire qu'une entreprise, quand elle a une culture data, quand elle a un CRM, quand elle a déjà un core business qui tourne, quand elle a un IT, comme tu l'avais dit tout à l'heure, ou de la sécurité, et ainsi de suite, peut-être que même le travail de l'expert, il est un peu plus aisé qu'une entreprise qui est quasiment dans le premier étage de la fusée. C'est peut-être. Ce qui est clair, c'est qu'au moins, on a un interlocuteur. Si on a une direction commerciale avec un CRM et qu'il l'utilise, on peut s'adresser à lui, il sait ce qu'il fait et il peut nous répondre. Si on a un directeur informatique qui s'est préoccupé d'une sécurité, qui a commencé à documenter, on gagne un temps fou. Et donc, pour le chef d'entreprise, ce qui est important, c'est qu'effectivement, l'aspect RH, l'aspect commercial et l'aspect IT soient déjà un peu solides. Et ces trois pôles-là, en fait, vont pouvoir travailler ensemble pour conformer l'entreprise. Et puis, sur ce sujet des nouvelles technologies, on parlait tout à l'heure du modèle relationnel. Aujourd'hui, un modèle relationnel, avant, il vivait peut-être 10, 20 ans. Aujourd'hui, peut-être 5 ans, il est obsolète.
l'entreprise doit se réinventer parce qu'il y a des nouvelles technologies. Il y a aussi, on parle aussi de l'intelligence artificielle, ou aussi le chat GPT et tout ça, qui sont en train d'entrer, qui font débat et tout ça. Est-ce que ce sont des choses qui ne sont pas dans la négation? Au contraire, il va falloir, par exemple, au niveau du RGPD, tout ce qu'on est en train de dire, l'adapter et aller aussi le faire. Et puis une autre question aussi, parlais tout à l'heure de l'humain. Est-ce que l'onboarding de l'humain au niveau des entreprises, la conduite de changement et tout ça, ce sont des choses que vous voyez, ou alors c'est le capital humain de l'entreprise qui doit le faire? C'est vraiment, ça devient aussi un projet dans le projet, je dirais, pour que les gens soient vraiment alignés sur ce, parce que ça ne sert à rien. C'est quelque chose, on est tout à fait d'accord, que je travaille tout seul dans mon coin et puis je prends une procédure et que je dis qu'elle est applicable à partir de lundi à 8 heures. C'est vrai que on est vraiment abordé, on est dans la co-construction. Est-ce que vous le voyez quand vous allez dans les entreprises? Vous voyez cette touche humaine, ça veut dire que on a envie de réussir, mais on doit réussir tous. Ça veut dire que Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question et en fait, pour être honnête, on voit de tout et n'importe quoi. Des fois, on voit des gens engagés, des gens qui ont conscience du sujet et qui participent. Et sinon, on voit des gens qui viennent à reculons à la réunion. Mais le plus souvent, à la restitution, à la fin de la mission, ces gens-là ont finalement compris ce qu'on fait et l'acceptent beaucoup mieux. Ouais. Parce qu'en vérité, on renforce leur entité. On leur dit, attendez, ça, vous n'avez pas le droit. Ah oui, je le savais, j'avais un doute. Et là, ne laissez pas vos tableaux Excel sur votre portable, vous allez vous faire piquer, votre entreprise peut se faire piller. Et vous allez être fermé, licencié. Ah oui, oui, oui. Donc, vous voyez, quand on a la chance de pouvoir communiquer avec eux, expliquer avec des mots tout simples, hein, ce qui risque de se faire si ça se passe mal, que c'est la responsabilité aussi du chef d'entreprise si quelqu'un va piller des informations sur notre marché français sur le Bon Coin, ça parle assez vite à des gens qui travaillent. Mais des fois, l'arrivée est un peu craintive en disant qu'est-ce qu'ils vont m'interdire de faire et pourquoi je dois faire ça en plus. Et donc, c'est un petit process qui met quand même un certain temps à ce que tout le monde à la fin comprenne le pourquoi du comment et au final soit rassuré parce qu'au final, comme ce matin, on a restitué avec Antoine une mission, le chef d'entreprise dit « Ah, mais en fait, c'est simple, j'ai compris. Voilà, j'ai compris. » Et oui, parce que l'idée, c'est de décrire les choses qui se font. Donc, on peut les décrire de façon simple. La superposition de choses simples peuvent faire une chose complexe. Mais si chacun comprend chaque pièce du Lego, eh bien, au final, peut-être que l'ensemble est complexe, mais les gens comprennent pourquoi. Et donc, c'est drôlement important pour les citoyens, parce que si votre chef d'entreprise ne respecte pas vos données personnelles en tant que salarié, vous pouvez vous poser des questions sur le sérieux de la boîte et des choses comme ça. Et s'il vous fait faire des choses pas conformes sur des fichiers de prospects ou des fichiers de clients, vous savez que vous êtes dans une zone grise qui peut être plus que grise. Et du coup, vous savez que vous ne travaillez pas pour une entreprise qui respecte les règles et qu'un jour, ça vous retombera peut-être dessus. Et ça, c'est très clair. Ça se voit. Ouais. Et aujourd'hui, pardon, excusez-moi, Antoine. Aujourd'hui, je pense que les consommateurs, les clients sont quand même mieux éduqués. Et en matière de protection des données, vous parliez d'intelligence artificielle. Tout ça, ça parle aux gens aujourd'hui. Et le jour où il faut faire jouer leurs droits et qu'ils n'y arrivent pas, ils n'hésitent pas à saisir les autorités de contrôle. Et quand on voit les décisions qui sont rendues par les autorités de contrôle, je pense que les sociétés ont intérêt à se mettre en conformité. Il y a de la jurisprudence, Antoine. Il y a des sujets où on trouve de la jurisprudence. Ça veut dire que ça devient vraiment un cas d'école, finalement. Là, dans la présentation qu'Emmanuel a faite, il y a un tableau où on a essayé de prendre des sanctions qui ont été rendues dans divers secteurs d'activité par exemple, le non-respect le non-recueil du consentement, par exemple, ou par exemple un refus de droit d'accès, ou un manque de sécurité, ou des contrats entre sociétés et sous-traitants non clairs en matière de gestion des data. Aujourd'hui, c'est sanctionné. Donc, il vaut mieux se mettre en conformité. Et puis, moi, j'en reviens toujours au cercle vertueux. L'entreprise s'en sortira mieux. C'est très clair. Dès lors qu'elle aura la confiance de ses clients, de son personnel et de ses clients, elle est tranquille.
Moi, j'ai vu un exemple où je l'ai vécu, où un expert mondial nous a demandé de la donnée. On était obligé de faire quasiment des segments, des anonymisations, et puis de ne pas donner, puis par palier, tout ça, parce qu'on ne voulait pas vraiment descendre. Je me souviens parfaitement. Parce que les gens disent, mais attends, c'est les entrées de la banque. Vraiment, il y a eu ce sujet, il y a eu un débat, et puis cette culture data avec le big data au niveau de la banque. Il y a eu vraiment tout un débat et finalement, on est arrivé à donner vraiment un agrégé. Bon, il est ce qu'il est. Bon, il a travaillé comme ça pour faire son business case finalement, pour faire des scénarios, mais je pense qu'on ne peut pas aller descendre jusqu'au. Est-ce que vous voyez ça aussi dans cette transmission? Ça veut dire qu'un donneur d'ordre chez un sous-traitant ne lui donne pas toute la donnée ou il donne des ID qu'il fabrique lui-même, des séquentiels, et puis lui, il a la table et tout ça. C'est des choses qui peuvent arriver aussi. Ah oui, oui, et clairement, hein, de données tronquées pour que les opérations puissent être montées, mais sans donner l'ensemble des datas à des prestataires, oui, oui, ça arrive régulièrement. Ça. Quand on s'échange pour confrontation des fichiers d'email, on envoie souvent simplement ce qu'on appelle le MD5. Et donc ça, c'est des clés qui permettent de savoir si on a le même email, mais sans partager les emails. Donc il y a plein de techniques maintenant qui sont petit à petit qui se mettent en place si on veut s'assurer de prendre zéro risque. Mais comme les gens qui sont probablement ici cet après-midi s'intéressent aussi à l'aspect marketing des choses, je pense que c'est important aussi de dire que tout ça peut avoir un impact, enfin même a un impact favorable sur nos campagnes. C'est-à-dire peut-être que je vais avoir moins de monde dans mes fichiers, mais j'aurai des meilleurs taux de retour, j'aurai moins de réclamations clients, j'aurai pas les emails seront aboutis. Vous voyez, si j'ai mal connecté, je pousse de l'email pour de l'email, je vais faire la quantité, mais j'aurai un mauvais taux de retour, je serai obligé de changer mes IP régulièrement, je serai mal considéré par les professionnels de l'adresse, et du coup, j'aurai du mal à faire mon activité dans de bonnes conditions. Et idem, en télémarketing, j'ai des fichiers qui sont mal collectés, j'appelle des gens qui sont sursollicités, j'arrive plus à les joindre, et quand je les joins, ils me raccrochent au nez. Et donc ça, c'est vraiment le cercle vertueux, c'est aussi ça. C'est peut-être que j'aurai moins de data en quantité, mais la valeur peut-être sera, enfin même pas peut-être, à tous les coups sera meilleure. Et ça, en fait, c'est un peu subi, mais au final, on le voit. On voit que nos campagnes email sont meilleures, on voit que nos campagnes télémarketing sont meilleures. Et Antoine, il a fait la remarque, s'il y a une réclamation à la CNIL, c'est qu'il y a un citoyen, un consommateur qui a posé une plainte et qui a dit mais qu'est-ce qui se passe dans cette boîte-là? Il y a une anomalie, je leur ai écrit 3 fois, je ne suis pas désabonné, j'ai demandé accès à mon fichier, j'ai rien eu. Et donc c'est super important de se bien traiter le consommateur pour ne pas se retrouver après à tout ouvrir sa boîte mail, toutes ses données personnelles, tout partager avec la CNIL et se retrouver un peu nu face à l'administration. Merci infiniment. Un mot de conclusion, Emmanuel et Antoine? Si vous aviez une conclusion et des conseils pertinents, 2 ou 3 conseils pertinents à nos entreprises. Déjà, un grand merci pour l'intérêt que vous portez au sujet, parce que c'est un sujet qui nous passionne avec Antoine depuis toujours. Il y a effectivement l'aspect réglementaire et sanctions. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a surtout l'aspect vertueux de la bonne relation client qui renforce l'entreprise. Et quand on rentre dans le dur, on se rend compte aussi qu'en fait, c'est une opportunité pour renforcer la sécurité de l'entreprise et sa pérennité. Donc, sa valeur pour vous si vous restez actionnaire ou si vous êtes salarié, et sa valeur pour le marché si demain vous devez la céder ou la rapprocher. Donc, en fait, on a tout intérêt à le faire. Et nous, en tant que consommateurs, on est bien content que ça arrive parce que du coup, on est protégé aussi. Okay. Donc, ce qu'on aime comme consommateur, il faut le faire comme acteur de la vie d'entreprise. Très clair. Très clair. Ben, merci à vous, Emmanuel et Antoine, pour votre intervention de ce jour. J'espère que au niveau de l'assistance, vous y avez pris plaisir et surtout renforcer vos connaissances si vous êtes déjà dans le sujet. Sinon, nous vous invitons vivement à entamer ce sujet au plus vite. Et il va de pair. Le plus important, ce n'est pas de bloquer vos opérations commerciales. Hein. Votre raison d'être, c'est de vous développer, c'est de travailler, mais de travailler dans de bonnes conditions et sur des périmètres qui soient les plus fiabilisés, les mieux adressés possibles. Voilà. Et d'être dans la conformité, donner de la confiance. Et puis surtout, comme disait, votre partenariat, c'est un partenariat qui n'est pas une opération spot, comme disent le jargon bancaire. Non, mais c'est des partenariats qui sont inscrits à moyen et à long terme. Et nous, ce qu'on vous souhaite, c'est que
vous progressiez, que vous soyez dans la prospection tout le temps qu'on voit, parce que pour nous, moi je pars du principe, et je l'ai dit sans détour, une entreprise doit respirer, doit être humaine, et doit être bien dans sa peau. Voilà. On a besoin de voir des entreprises qui ne soient pas sclérosées, mais bien dans leur peau, et tout part de l'entreprise finalement. Et donc, bon courage à vous et au prochain rendez-vous, Inch'Allah, pour un nouveau webinaire. Merci Emmanuel, merci Antoine, merci à vous tous. Merci Ajal, merci Anne, merci Loïc pour votre support. Merci beaucoup. Merci Kamal. Merci, merci Antoine, merci Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.